Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée aux affaires internationales sur Judaïque FM. Bonjour amis auditeurs, bonjour Dominique Moissy. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Pour rappel, vous êtes un politologue et géopoliticien très connu. Membre fondateur de l'Institut français des relations internationales, vous avez rejoint l'Institut Montaigne en 2016 comme conseiller spécial. Vous avez eu une carrière très riche, en particulier comme enseignant dans les plus prestigieuses universités internationales. Et on peut lire vos articles dans plusieurs journaux et sur votre blog de l'Institut Montaigne. Or justement, le 10 février dernier, vous avez publié une analyse sous le titre « Y a-t-il quelqu'un pour empêcher la réélection de Donald Trump ?» Et nous allons essayer ensemble de voir quelles sont les possibilités de victoire des démocrates. Alors nous enregistrons aujourd'hui, nous sommes le 4 mars. Hier, mardi, c'était le Super Tuesday, les primaires du parti, avec la désignation d'environ la moitié des délégués à la convention de cet été. Quels commentaires et finalement comment est-on arrivé à ce face-à-face Joe Biden donc face à Bernie Sanders? D'abord, c'est une surprise extraordinaire dans l'histoire des primaires du Parti démocrate. L'année 2020 fera date. Je ne crois pas qu'il y ait de précédent de retournement aussi imprévu et spectaculaire. Le mot me revient. Il y a une semaine, Biden avait disparu et même au lendemain de sa victoire très remarquable en Caroline du Sud, personne ne pensait qu'il allait effectuer un tel parcours triomphal lors du Super Tuesday. Donc, non seulement sa campagne est relancée, mais il apparaît dès aujourd'hui comme le favori, en réalité, des primaires. Si on prend un peu de recul, les radicaux au sein du Parti démocrate avaient choisi leur candidat. C'était Sanders et pas Elizabeth Warren. Les modérés hésitaient. Et il y avait un embarras de richesse chez les modérés, ce qui en fait était plutôt un aveu de faiblesse. Et il y avait cette incertitude totale autour de la candidature de Michael Bloomberg. Eh bien, Biden a rallié une partie des autres candidats derrière son nom, de Buttigieg à la sénatrice Klobuchar. Et aujourd'hui, il a ce qui est essentiel, ce qu'on appelle le momentum. Alors avec cette interrogation, est-ce que Bloomberg va se retirer et est-ce que Bloomberg va faire campagne et son argent qu'il a beaucoup dépensé déjà. Qu'il a beaucoup dépensé oui. Pour Biden, ça fait partie des interrogations. Alors, Dominique Moissy, au-delà donc des candidats, de leur personnalité, il y a la stratégie à choisir pour gagner. Et on a l'impression, et ce n'est pas seulement aux États-Unis que c'est vrai, d'une polarisation extrême de la vie politique. L'adversaire étant vu comme un ennemi, et les réseaux sociaux jouent un grand rôle à ce niveau-là. Bon, en gros, ça a été le discours de Trump pendant et après l'élection de 2016. Est-ce qu'il a contaminé les électeurs démocrates qui pourraient finalement choisir le plus radical? Alors, c'est ce que l'on pensait. Et on se disait, c'était le scénario en fait qui était avancé. Sanders va l'emporter chez les démocrates, comme il est perçu comme un marxiste. Ça garantit la victoire de Trump, la réélection de Trump en novembre 2020. C'est le pari qu'en apparence les Russes ont fait en soutenant Sanders comme par un jeu de billard pour favoriser la réélection de Donald Trump. Les électeurs américains ne se sont pas fait prendre au piège. C'est la leçon du Super Tuesday. À partir du moment
où ils ont eu le sentiment, après les résultats de la Caroline du Sud, que Biden pouvait l'emporter. Ils se sont massivement reportés sur lui, au point même qu'au moment où je parle, on n'est pas tout à fait sûr, en ce 4 mars 2020, que Sanders l'a emporté brillamment en Californie. En Californie, qui vote toujours quand même plus à gauche, d'une manière générale. Qui vote plus à gauche et qui était très favorable à Sanders avec cet électorat jeune. Absolument. Alors la grande question est de savoir, est-ce que on va retrouver en 2020, en novembre 2020, le comportement des électeurs en novembre 2016 ou en novembre 2018. Je veux dire par là qu'en novembre 2016, un grand nombre de démocrates se sont abstenus de voter pour Hillary Clinton car ils ne se reconnaissaient pas en elle. Et en particulier des jeunes qui avaient voté, soutenu pendant les primaires pour Sanders. En novembre 2018, aux élections de mi-mandat, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Il y a eu une union qui s'est faite contre Trump, des jeunes, de la communauté afro-américaine, des latinos, des femmes, et ça a été irrésistible. Trump, les républicains ont perdu. C'était justement une question que je voulais vous poser, Dominique Moïsi, parce que traditionnellement, le Parti démocrate est le favori des minorités. Alors, ça peut être les minorités ethniques, en particulier les Afro-Américains, qui ont voté massivement pour Joe Biden, mais aussi les femmes, les jeunes, vous venez d'en parler, l'élite intellectuelle en général, les LGBT aussi, qui sont particulièrement dans le viseur de l'extrême droite qui est derrière Trump. Mais est-ce que ça suffit pour gagner finalement? Parce qu'il y a aussi un électorat populaire, ouvrier, mais qui est passé dans le camp d'en face. Alors, si toutes les catégories que vous venez de mentionner votaient en faveur du candidat démocrate, c'est assez pour passer. Trump a un noyau dur, très solide, mais qui ne dépasse pas, au mieux, les 45% des voix. Il y en a 55 qui peuvent voter contre lui. Alors ça ne marche pas comme cela, puisque on vote par État, on élit des délégués, ça se décidera dans un certain nombre d'États clés, comme cela a été le cas en 2016. Mais il faut revenir là sur le fait que Trump a été élu très difficilement. En nombre de voix, il était minoritaire. Et en termes d'État, ça s'est fait à quelques centaines d'électeurs. Alors, on arrive tout doucement à la fin de cette émission. Il nous reste à peu près 4 minutes et on va parler un petit peu de politique étrangère. Bon, on a la nette impression d'un refroidissement des démocrates vis-à-vis d'Israël. Alors, bien entendu, Netanyahou a une lourde responsabilité parce qu'il a fait un tandem avec Donald Trump, chacun soutenant l'autre. On comprend aussi que sa politique d'annexion territoriale soit critiquée et au niveau international et au niveau des politiques américains. Seulement, il y a un autre élément quand même, c'est la menace iranienne sur tout le Moyen-Orient et pas seulement sur Israël. Et là, on a l'impression que Bernie Sanders en particulier, mais les autres aussi, semblent l'oublier. Et je vous donne juste un exemple. Au moment de la révolte populaire, vous savez, il y a eu plusieurs phases de manifestation, mais mois de novembre, qui a fait à peu près 1500 morts, une répression horrible du régime iranien contre son propre peuple. La Chambre des représentants, à majorité démocrate, a refusé de voter une motion de solidarité avec le peuple iranien. Alors, franchement, c'est quelque chose d'assez inquiétant. L'électorat juif, on sait qu'il vote en majorité démocrate, toujours. Et beaucoup de ces élites sont outrées par la politique de Trump, mais est-ce que ça ne va pas jouer un petit peu? Si ça joue, ce sera à la marge. Et je crois qu'il faut reprendre un peu la formule que vous avez utilisée. Les démocrates ne sont pas anti-israéliens. Ils peuvent avoir une distance avec Netanyahou. Tout à fait. C'est pas du tout la même chose. Et je crois qu'en 2020, si on poursuit dans le chemin du Super Tuesday, ils se rallieront
en grande majorité derrière Joe Biden. Avec beaucoup plus de facilité encore même qu'il n'avait pu le faire derrière Barack Obama. C'est un personnage consensuel, pas du tout clivant. Bien qu'il ait été son vice-président. Bien qu'il ait été son vice-président. Mais je pense que, en plus, la communauté juive américaine se rend bien compte que l'Amérique de Trump est en train de quitter le Moyen-Orient. L'accord qui vient d'être signé avec les talibans en Afghanistan en est la traduction. Et l'abandon des Kurdes en Syrie. Absolument. Donc on est en fait dans un monde où les Juifs, la communauté juive américaine peut rester fidèle à ses valeurs, à ses traditions et aux intérêts bien compris d'Israël à terme. Eh bien, merci Dominique Moïssi de nous avoir éclairé sur tous ces sujets. C'est vrai que, en France, les affaires internationales, le grand public ne comprend pas forcément très bien les choses. Au niveau de notre propre communauté aussi, c'est important ce que vous avez dit. L'amitié par rapport à Israël n'est pas forcément le soutien au gouvernement actuel du pays. Merci donc pour avoir éclairé nos auditeurs sur ces primaires et sur les élections américaines qui viennent. Et chers auditeurs, je vous dis donc à dans 15 jours. Au revoir. Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée aux affaires internationales sur Judaïque FM.